point suivant concerne en fait le pacte financier et fiscal de solidarité de notre agglomération. Comme vous le savez, la loi, et singulièrement du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, impose aux EPCI signataires d'un contrat de ville à adopter un pacte financier et fiscal de solidarité. Cette mise en œuvre correspond à 4 objectifs. Le premier, c'est de permettre la mobilisation des moyens nécessaires à la réalisation des objectifs du projet de territoire et du PPI. Deuxièmement, c'est cadrer l'effort financier de notre CA, communauté d'agglomération, sur le projet de territoire dans le respect de sa prospective financière. Troisième objectif, d'orienter la structure de la fiscalité intercommunale pour assurer une équité fiscale satisfaisante entre ménages et entreprises et en adéquation avec les compétences exercées. Quatrièmement, de favoriser la solidarité du territoire entre les communes membres et la communauté d'agglomération par la mise en commun de ressources, partage de fiscalité, mutualisation, pour la réalisation d'opérations bénéfiques sur le territoire. Il est aujourd'hui proposé de formaliser le pacte financier et fiscal de solidarité de l'agglomération et de ses communes membres afin de répondre à une ambition de solidarité ancrée dans notre projet de territoire depuis 2013. Ce pacte s'appuie sur une solidarité rendue nécessaire par un contexte financier tendu pour l'ensemble du monde local, se traduisant notamment par une réduction drastique des dotations en 2017, moins 11 millions en cumulé pour Metz Métropole d'ici 2017. Son élaboration s'articule enfin autour du recentrage de la politique de la ville vers Metz Métropole, qui, au travers de la signature du 3 juillet 2015 du contrat de ville 2015-2020, vise à réduire les disparités de charges et de recettes entre les communes membres. L'architecture de ce pacte repose sur 3 composantes obligatoires que sont les efforts de mutualisation des recettes et des charges déjà engagés ou envisagés à l'occasion des transferts de compétences ainsi que des règles d'évolution des attributions de compensation, c'est la composante numéro 1. Les politiques communautaires poursuivies au moyen des fonds de concours de la DSC, c'est la composante 2. Les critères retenus pour établir, le cas échéant, les prélèvements ou les reversements au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales, c'est le FPIC, et c'est la composante 3. Ainsi, s'agissant des transferts de charges opérés, le présent pacte soumis au vote de ce Conseil de communauté dispose, et on vous le propose, donc des principes suivants. Pour les charges transférées antérieurement, maintien de la prise en charge par Metz Métropole selon les principes définis jusqu'alors. Pour les futurs transferts de compétences, neutralité financière entre Metz Métropole et ses communes membres. Pour ce qui concerne la DSC, ce pacte réaffirme le principe de maintien de l'enveloppe annuelle à 5,7 millions, c'est 5 788 171 €, ainsi que ses modalités de répartition adoptées au bureau du 28 septembre 2015, notamment avec la substitution progressive du critère évaluation des bases TP par le critère longueur de voirie d'ici 2020. Enfin, concernant la contribution au FPIC, dont le montant s'élève à environ 700 000 € en 2016, et je rappelle qu'il était seulement de 20 500 € en 2015, donc on passe de 20 500 € en 2015 à 700 000 € en 2016 pour l'ensemble de l'intercommunalité. Le pacte propose de conserver la répartition de droits communs, soit une prise en charge par Metz Métropole calculée sur la base de son coefficient d'intégration fiscale, une répartition du solde de la contribution au FPIC entre les communes de Metz Métropole déterminée au regard du potentiel fiscal par habitant et de la population de chacune des communes. Il est à noter, et je vous le rappelle, c'est un engagement, que le projet d'attribution de fonds de concours aux communes membres de l'agglomération pourra venir enrichir ultérieurement les composantes de ce pacte fiscal et financier de solidarité, de même que le conventionnement actuellement à l'étude sur le partage des taxes foncières communales des zones d'activité économique. Voilà, mes chers collègues, il s'agit simplement de pouvoir continuer à impulser une véritable dynamique territoriale qui soit équilibrée et qui respecte à la fois l'exigence de l'attractivité que j'évoquais à l'instant s'agissant de notre compte administratif,
l'exigence aussi de rayonnement de notre agglomération et je pense singulièrement de la ville, parce que c'est la locomotive qui doit entraîner l'ensemble du train de Metz Métropole. Et il est important, on l'a souligné à l'instant, eh bien, de pouvoir préserver aussi la qualité urbaine et enfin la garantie aussi d'un exercice des politiques publiques de proximité qui soit également attractive pour la population. Et cela, c'est aussi notre responsabilité commune. En tout cas, c'est un engagement pour lequel nous devons travailler tous ensemble. Et je voulais en profiter pour remercier l'ensemble des maires qui travaillent au quotidien, à la fois dans l'exercice difficile de leur engagement de maire, à tous les niveaux, quels qu'ils soient, mais également qui œuvrent au service de notre agglomération en s'ingéniant à faire comprendre parfois, et c'est difficile aussi bien au niveau de leur conseil municipal que de la population parfois, la pertinence de certaines politiques publiques dont certains ne perçoivent pas peut-être la portée immédiate en matière de quotidienneté, mais qui sont extrêmement importantes pour préparer l'avenir. Voilà. Est-ce qu'il y a des interventions? Alors, Monsieur Lebeau, Madame... pardon. Monsieur Toulouse. Pardon, Saadi. Monsieur Toulouse. Et Monsieur Gros. Monsieur Lebeau, vous avez le micro. Monsieur... clé en main. Pardon? 2 minutes clé en main. Allez, un petit challenge pour la route. Si vous me coupez déjà dès le départ, ça va être dur. Hein. Donc, rapidement, premier élément qui est sur le premier objectif, sur la mutualisation. Je rappelle que le premier point de l'objectif, première action de mutualisation n'a pas été un succès, qui était la DSI, puisque à la fin, la somme des dépenses de la ville de Metz plus Metz Métropole a été supérieure. 1 plus 1 devait faire au maximum 2, ça fait 2,2. Donc si on continue à faire des mutualisations comme ça ne va pas diminuer les coûts. Donc, dans l'objectif de ce pacte, il eût été intéressant ou pertinent de mettre un objectif de réduction lors de la mutualisation. C'est ce que j'avais proposé sur les fiches de mutualisation où aucun objectif financier apparaît. Et à un moment donné, on se retrouve, comme la mutualisation de la DSI, à des débordements. Alors on pourra toujours la justifier, parce que ceci, parce qu'on a du retard, Moi, je suis dans le privé, et je sais qu'on mutualise 1 plus 1, ça fait jamais 2, ça fait toujours moins. Ça, c'est le premier point. Deuxième élément, sur la DSC. Je rappelle que lors de notre débat, je ne vais pas revenir sur le débat qu'on a eu sur le premier semestre, le premier trimestre, mais de maintenir la DSC à un niveau donné aujourd'hui, ce n'est pas raisonnable. Parce que les 6 millions d'euros que l'on a ponctionnés, qu'on a décidé de ponctionner sur les familles, eux n'ont pas eu voix au chapitre. Ici, on décide entre amis de maintenir des ressources aux communes. Est-ce que c'est la fonction première de Metz Métropole de donner, ce qui n'est absolument pas obligatoire, une dotation de solidarité communautaire? Je dis non. Il eût été pertinent de la diminuer progressivement de 10% chaque année pour donner des marges de manœuvre à notre communauté d'agglomération. Aujourd'hui, oui monsieur, aujourd'hui, la communauté d'agglomération a besoin de plus de ressources. Et il faut arrêter de chercher toujours l'argent dans la poche du contribuable qui n'en peut plus. Voilà. Donc moi je suis juste cohérent. Je l'avais déjà proposé lors du débat d'orientation budgétaire. Ça n'a pas été adopté par notre Assemblée. Je reviens en disant qu'il y a lieu de la diminuer en sifflet. Ensuite, un point qui manque, parce qu'on parle de pacte financier et fiscal. Il manque un engagement
sur la pérennité fiscale vis-à-vis du contribuable. Rien, pas un mot, nada. Tout est possible. Il faut dire qu'après le matraquage de 2015, le surmatraquage de 2016, tout est possible. Et quatrième point, c'est qu'aujourd'hui, on décide un pacte, et sachant qu'au 1er janvier 2018, on vient communauté urbaine, que vaudra cet engagement au-delà du 1er janvier 2018 ? Merci, Monsieur le Président. Merci. Juste avant de passer la parole à Madame Selima Saadi, vous dire que s'agissant de la DSC, j'en serai là, il faut connaître le principe du vase communicant. Et ce que nous enlevons d'un côté, eh bien, c'est mathématique. C'est mathématique. Et je peux vous dire que l'ensemble des collègues ici me soutiendront là-dessus. Et que ce qu'on enlève d'un côté, il faudra le prendre de l'autre. Dans la poche des contribuables aussi, et de manière beaucoup plus forte. On a fait les calculs sur Voipi, c'est 20 points d'impôt. Voilà. Madame Selima Saadi. C'est pas faux, c'est la vérité. Chers collègues, aujourd'hui, habiter dans un quartier politique de la ville, c'est souvent être condamné avant d'avoir eu sa chance, regardé avec suspicion par les employeurs potentiels. Quand on croit à la République, on ne peut pas accepter cette réalité. Aujourd'hui, nous passons à un pacte financier intéressant et important sur la solidarité intercommunale. Mais pour moi, ce pacte financier est un minima. Pire, il n'a même pas été débattu par la commission cohésion sociale. Depuis des mois, dans cette commission, nous déplorons le manque de moyens affectés à la politique de la ville et à la cohésion sociale. Nous devons vraiment avoir un vrai débat sur notre politique globale de cohésion sociale à laquelle s'ajoutent les exigences du contrat de ville que nous avons signé en juillet 2015. Le combat de l'égalité et la citoyenneté, c'est dénicher un à un chaque petit blocage, chaque frein, chaque préjugé, chaque injustice et le lever méthodiquement. L'argent ne fait pas tout, la politique, ce n'est pas de la magie, mais on ne peut pas non plus se résigner à la réalité. Je sais que notre métropole ne se résignera pas et elle rectifiera la copie pour le budget 2017. Merci, Monsieur Toulouse. Merci, Monsieur le Président. Donc une intervention rapide sur ce pacte financier fiscal qui est d'une extrême importance, puisque c'est quand même là on est en train de poser nos règles de vie communes. Donc il y a le mariage et le contrat de mariage, là on est plutôt chez le notaire dans l'examen du contrat de mariage pour savoir qui fait quoi, qui paye quoi. Donc c'est quelque chose qui est vraiment fondamental dans l'existence de notre agglo. Donc l'enjeu est de taille, il porte sur notre capacité à optimiser nos politiques de solidarité, à maîtriser nos charges de fonctionnement. Il faut donc remettre à plat avec la nouvelle donne financière qu'on a aujourd'hui, avec la baisse de la DGF. Il faut préserver l'autofinancement nécessaire à la réalisation des projets d'investissement et développer notre territoire, mais ça vous l'avez très bien dit. Et les premiers pactes qu'on a observés, qui ont été conclus et signés, la première génération de pactes, étaient dans une logique redistributive. Et aujourd'hui, on se rend compte, quand on regarde les pactes financiers et fiscaux qui sont conclus au niveau national, qu'on change de cette logique redistributive pour une logique de beaucoup plus d'intégration en termes de compétences, en termes de fiscalité dans les communautés d'agglomération. Et je trouve, moi, que celui-ci reste trop dans cette logique qui est redistributive. Il faut désormais aller plus loin pour assurer la mise en œuvre du projet de territoire, pour optimiser les charges, les ressources, et conforter notre interco qui a besoin d'être conforté. En fait, il y a un double défi. Il faut à la fois conforter l'intercommunalité, mais aussi conforter les communes. Et la réponse doit être ce pacte financier et fiscal, puisque conforter les comptes des communes, conforter les budgets des communes, c'est quelque chose qui est aussi nécessaire. Donc la tâche est rude, la répartition des ressources sur le territoire communautaire et la réaffectation des moyens, ce sont des questions, je vous comprends, qui sont des questions ultra sensibles et qui auraient, à mon sens, comme le disait Selima Saadi, mérité un débat en commission, mais pas dans une seule commission. C'est dans toutes les commissions que nous aurions pu avoir ce débat qui aurait été intéressant à voir. Beaucoup de pédagogie nécessaire et ce doit être le moment de mieux définir nos relations. Alors pour moi, il y a 4 axes qui sont à développer, que je ne retrouve malheureusement pas suffisamment dans ce document. Le premier, c'est se concerter et se coordonner pour agir sur le levier fiscal. Ah oui, là je vais lever un mot tabou, on va parler d'impôts. On ne peut pas, nous, augmenter les impôts dans notre coin ou agir sur le levier fiscal communautaire sans regarder ce qui se passe dans les communes. Et pareil, les maires des communes ne peuvent plus non plus ignorer la fiscalité d'agglomération, puisque la fiscalité, elle est maintenant commune.
Et on a beaucoup d'agglomérations. Ah, il suffit de pas aller très loin. Moi, je regarde souvent ce qui se passe à Nancy, parce que je trouve que ce sont des modèles sur cette manière-là. Aujourd'hui, à Nancy, les taux d'agglomération sont supérieurs aux taux communaux. Alors, la pression fiscale globale est la même. Hein. Pour le ménage, c'est la même chose à Nancy, mais les taux d'agglo sont supérieurs au taux de la commune. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des transferts massifs de compétences qui ont été opérés. Si, je peux vous le dire, hein, c'est 18 et des poussières et 10 et quelques. Donc on arrive à 28 au total, mais simplement avec une répartition qui n'est pas la même. Donc se concerter, se coordonner sur agir sur le levier fiscal, que le contexte de précarisation des ménages rend ultra sensible. Et on voit la réaction épidermique ici de certains et certaines. Dès qu'on parle d'impôt, c'est la folie furieuse, quoi. Ils rentrent quasiment en transe. Donc vous voyez, le mot impôt, il faut le manier avec précaution. Chaque augmentation des taux d'agglo doit s'accompagner maintenant d'une diminution des taux communaux. On a remis des pendules à l'heure l'année dernière. Donc maintenant, je pense que chaque augmentation des taux d'agglo doit s'accompagner d'une diminution des taux communaux et ne correspondre qu'à des transferts de charges effectués des communes vers les agglomérations. Ça permettra d'avoir une fiscalité dans l'agglo sur les ménages beaucoup plus juste, beaucoup mieux assise pour l'agglomération, et chaque commune verra ses charges budgétaires s'alléger. Puisque, je vous rappelle, on parle de fiscalité des ménages, mais aussi il faut parler de fiscalité d'entreprise. L'agglomération a une fiscalité dynamique, puisqu'elle a la fiscalité économique, le versement de transport pour partie, qui dépend du nombre d'emplois créés, mais aussi la CVAE et une partie de la CFE. On est sur la fiscalité économique qui est dynamique. Nous, dans les communes, il ne nous reste plus que la fiscalité statique. Et la seule manière pour nous d'augmenter nos ressources fiscales, c'est d'augmenter notre nombre d'habitants. Et là-dedans, on est tous dans une espèce de concurrence acharnée que le SCOT n'arrive malheureusement pas à régler. Et là-dedans, je vous assure que la concurrence fiscale est très importante. Parce que pour un ménage, s'installer dans la ville-centre ou s'installer en première couronne ou en deuxième couronne, sur la feuille d'impôt, c'est pas la même chose. Ah bah, c'est une évidence. Je veux dire, je sais aussi dire des évidences et lire des évidences. Et ça, si on veut continuer à s'intégrer plus et avoir un développement harmonieux de territoire, il faut en finir avec cette concurrence fiscale. Et moi, je vous propose qu'on ait des instances de coordination d'évolution des taux de fiscalité entre les taux communaux et les taux d'agglomération pour arriver à soulager un maximum les budgets communaux de la ville-centre comme des villes de première couronne ou de deuxième couronne et charger un peu plus le budget de l'agglomération qui peut rendre les mêmes services pour moins cher parce que si on fait les choses sur un territoire beaucoup plus étendu, le coût du service va être effectivement moins important. Et donc ça mettra fin à cette concurrence fiscale entre communes puisqu'on aura des taux qui sont convergents. Alors le chemin n'est pas simple, hein, ça c'est clair, mais on pourrait poser au moins la première pierre et se dire qu'on va dans cette direction. Mais ça, j'ai beau avoir lu votre document, je n'en vois pas trace, et c'est quelque chose qui mérite un vrai débat, et de poser un vrai débat, parce que c'est un débat d'intérêt communautaire. Deuxième chose, c'est la mise en œuvre du FPIC, dont vous avez parlé. On est dans la mise en œuvre du FPIC dans les critères légaux. On est dans la répartition de droits communs, mais la répartition de droits communs ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire autre chose. Et on peut faire autre chose dans la répartition du FPIC. On peut très bien déterminer, nous, des règles de vie, des règles de redistribution qui vont être différentes. Alors on peut continuer à parler de la longueur de voie, puisque la longueur des voies d'une commune, c'est une charge supplémentaire, il faut la constater, bien entendu. Mais je remarque qu'il y a quand même les impôts locaux qui sont là pour payer la longueur de voie. Les impôts locaux sont aussi perçus pour l'entretien des voiries. Enfin bon, ne discutons pas, admettons la longueur de voie. Mais moi je vois deux choses qui me paraissent importantes pour le FPIC. Le premier, c'est le critère de revenu moyen. On ne parle pas du revenu moyen ici. Et il faut absolument avantager les communes les plus pauvres, parce que les communes les plus pauvres ont besoin de cette solidarité. On a des charges, en particulier en termes de politique sociale, extrêmement fortes. Il faut nous aider à assumer ces charges. Puisque la pauvreté, elle ne concerne pas uniquement Metz ou uniquement Voipy, elle est diffuse de toute manière partout dans l'ensemble de l'agglomération. Nous avons besoin, nous, de ça. Alors je ne vous fais pas le trio de tête des communes qui ont les revenus par habitant les plus bas, on les connaît, hein, je veux dire, Yard, sur Moselle, Voipy et Metz, nous avons besoin d'être aidés sur ces politiques sociales de manière plus forte. Je parlais des trois plus basses. La deuxième chose, c'est le potentiel fiscal. Il faut aussi s'intéresser plus, à mon sens, au potentiel fiscal. Alors là, je vais encore dire un mot qui fâche, hein, désolé mesdames, désolé messieurs, mais il faut arrêter de récompenser, entre guillemets, les communes qui n'utilisent pas leur potentiel fiscal, parce que c'est, moi j'aime bien ce principe, hein, je suis très laïque, mais aide-toi, elle t'aidera, j'aime bien ça c'est quelque chose qui est pas mal. Et je pense qu'avant d'aider une commune, si elle n'a pas utilisé son potentiel fiscal au maximum, ben, il faut peut-être moins l'aider que la commune qui a déjà ses impôts au taquet par rapport aux revenus de sa population. Alors je ne vais pas parler de Metz, je vais parler de Voipy.
J'imagine mal qu'à Voipy, on puisse beaucoup plus, vu la composition de la population, augmenter les impôts locaux sur la part communale de Voipy. Ça me paraît quelque chose de relativement impossible, puisque le potentiel fiscal est déjà très utilisé. Ensuite, la baisse des dotations de l'État. Alors ça, c'est 2 ou 3 choses qu'on peut mettre pour réformer le FPIC. Mais c'est des choses, il faut avoir un débat là-dessus. Il ne faut pas se contenter de venir et nous dire, voilà, il y a le droit commun, on passe en commission, on explique à peine qu'on peut faire autre chose, on peut vivre différemment. J'aime bien cette comparaison avec le mariage, hein. Il y a le droit commun, c'est le régime de communauté, et puis on passe devant le notaire, et on définit comme on veut nos règles de vie communes. Et moi je souhaiterais qu'on parle de nos règles de vie communes. La baisse de dotation de l'État rend impératif la maîtrise des coûts. Là, on a 2 moyens de maîtriser les coûts. Soit on revoit le niveau de service rendu, et ça je ne le souhaite pas, soit on rationalise, on mutualise pour baisser les coûts. Et c'est le chemin que je souhaite qu'on prenne, et j'espère que la communauté urbaine va nous aider à faire ce chemin. Mais j'ai un peu peur là, je me dis qu'on se dirige vers un passage en communauté urbaine, pas un minimum, mais presque. Et moi j'ai qu'une peur, si on ne transfère pas une compétence totalement, qu'on garde dans nos services communaux une partie des fonctionnaires, je prends la voirie par exemple, on transfère 70% seulement de la voirie à Metz Métropole, on garde 30% de la voirie dans nos communes, vous pouvez être certain qu'à terme, on va être obligé de réembaucher un DG à voirie, un directeur technique, un DST, des chefs de service, et dans 4-5 ans, on s'apercevra que le passage en communauté urbaine nous aura coûté plus cher sur ses compétences que si on avait transféré la totalité de la compétence. Et moi je souhaite qu'on soit sur un transfert de compétences le plus large et le plus massif possible, qui s'accompagne bien entendu par une baisse de charges pour les communes qui sont concernées. Attendez, j'en suis où? C'est presque fini. Donc voilà, le pacte financier et fiscal que vous nous présentez ce soir, à mon sens, ne va pas assez loin dans l'intégration de nos communes. Il manque, et je lis pas, je crois que je suis en train de dire des choses importantes là, qui méritent des débats, et je vous réclame un débat qui n'a pas eu lieu. Donc voilà, 30 secondes. Ça mérite bien 30 secondes d'attention, je pense. Donc le pacte financier et fiscal, à mon avis, ne va pas assez loin. Cette lisibilité de notre ambition commune, je ne la vois pas à l'intérieur, et j'aimerais qu'on puisse réellement en débattre. Je souhaite qu'il soit amendé et transformé, qu'il porte un réel projet politique de territoire, qu'il affirme plus nos principes de solidarité. Et le le passage en communauté urbaine et les débats, les commissions que vous allez mettre en place, parce qu'il y a toute une série de commissions qui vont se réagir et qui vont se réunir, doit être à l'intérieur de ces commissions la possibilité de discuter de ça et d'avoir une commission ad hoc qui parle du pacte financier et fiscal et qui discute, qui met à plat toutes ces choses-là avec de la pédagogie et qui explique les choses. Donc le passage en communauté urbaine est un espace de débat qui va durer quelques mois et il faut en profiter pour aller plus loin sur notre pacte financier et fiscal. Merci. Merci. Monsieur Gros. Je voudrais partir de la remarquable intervention de M. Patrick Thiel de tout à l'heure. Elle était magnifique, cette intervention, parce qu'il aurait pu la faire au Conseil municipal de Metz, il l'a fait ici, avec un effet d'humour relatif au fait que, effectivement, le maire de Metz est premier vice-président. Mais de quoi parle-t-on? On parle de l'opéra-théâtre, qui est un objet qui a été, dont la gestion a été confiée à Metz Métropole, qui appartient toujours à la ville de Metz, et on dit il faut l'éclairage du bâtiment. C'est une charge de centralité, comme une autre. Merci M. Thiel, en tant que conseiller municipal messin, de mettre l'accent sur les charges de centralité. Donc vous êtes un de ceux qui nous dit, ben voilà, en voilà une autre que je vous conseille de faire, puisque c'est à moi que votre intervention était destinée. Les charges de centralité, elles existent. Il se trouve qu'effectivement, M. Thiel a raison, je suis maire de Metz. Et que quand on me dit il faut absolument mettre de l'éclairage pour pouvoir courir tranquillement dans le plan d'eau, c'est moi qu'on vient voir. Vous pourrez aller voir notre ami Alain Chaplin. Mais autour du plan d'eau, on vient me trouver. Je dis écoutez, c'est à Longeville. Oui, mais ça fait rien le plan d'eau, etc. Et puis après ça, la casse du pêcheur pour pouvoir pêcher quand on est handicapé, etc. Et en réalité, on vient beaucoup solliciter la ville de Metz, qui, la ville de Montigny entretient les piscines, qui, l'anneau, qui les arènes, etc., etc. Moi, je vais vous dire, je suis très intéressé par ce type d'exercice qui va, en fin de compte, nous réunir vraiment dans le futur. C'est l'exercice principal qui donne de la consistance
à notre agglomération. Effectivement, Jean-Michel Toulouse a expliqué beaucoup de choses. Le revenu par habitant, on les a maintenant. On sait très bien des communes qui sont plus ou moins riches que d'autres. On sait très bien où se trouve la sollicitation fiscale. Nous, à Metz, on est déjà à 18%, parce qu'on a des charges de centralité qui servent, bien entendu, à la ville de Metz, mais à toute l'agglo pour énormément de charges. On a aussi des recettes, mais tout ça, ça mérite de faire des comptes et de travailler entre nous. Alors, moi, je considère que le document qui est là, c'est une première étape. C'est une première étape d'un travail de fond qui ne finira jamais. Parce que comment être solidaire entre nous et pouvoir créer entre nous des projets. Je me souviens du débat sur les inscriptions des naissances. Hein. C'était un débat où on s'est senti dans l'obligation de venir en solidarité avec la commune de Pestre et puis les morts avec la commune d'Orsec-Annexé à cause du transfert de Mercy. Auparavant, ça avait traversé l'esprit de personne, puis on nous a pas dit, mais attendez, mais il reste quand même encore une maternité à Claude Bernard, il faut aussi qu'on fasse de la solidarité avec la ville de Metz. Ben non, puisque de toute façon la ville de Metz, elle paye. Et oui, on a un taux de fiscalité à Metz qui est bien plus élevé que celui des autres Wapit et le deuxième. Mais il y a aussi des pauvres à Wapit. Hein, on est dans les trois les plus pauvres. Alors, j'attire votre attention là-dessus, on est tous dans la même galère, puis maintenant on se connaît bien. Hein. Et ce que je suis en train de dire, tout le monde le comprend. Simplement là, l'État, il nous tend une perche en disant vous pouvez bosser. Vous pouvez bosser ensemble, c'est votre boulot. Arrangez-vous pour travailler sur la façon de faire. Alors on peut prendre les kilomètres de voirie, on peut prendre les revenus, on peut prendre le taux de mobilisation de la fiscalité, on peut prendre tout un tas de critères. Moi je pense que ces débats-là, on les aura. De toute façon, ils sont maintenant obligatoires. Et on est parti dans une aventure commune. On a très bien compris que c'était la seule issue pour nous, c'était d'être ensemble, et si possible encore avec d'autres. Hein, puisque c'est un débat qu'on met en avant. Donc moi je considère que c'est pas un mauvais document, mais c'est une base. C'est une base. Et puis après ça, eh bien, tous les critères, et je ne vais pas revenir sur tout ce qu'a dit Jean-Michel Toulouse, mais il a raison, parce qu'en fait, on a des perches qui nous sont tendues. On a des perches qui nous sont tendues en disant, mais regardez donc ceci, regardez donc cela. Voyez comment on peut gérer ce FPIC, voyez comment on peut gérer cette dotation de solidarité communautaire, etc., etc. Tout ça, c'est dans nos cordes. Je pense qu'il faut qu'on se donne le temps de travailler à fond sur ces sujets-là. Moi, je vous le dis tout net, on ne pourra pas durer indéfiniment sans prendre en compte un certain nombre de transferts, qui seront des transferts de compétences parce que, actuellement, des outils qui relèvent de l'agglomération sont pris en compte par la ville dont je suis le maire. Et ce que M. Thiel sait très bien. Hein. Et j'ajouterais même que j'étais consentant jusqu'à présent pour être sûr que l'agglomération avance. Quand j'ai fait la proposition de mettre 30 millions sur la table pour le centre des congrès, vous imaginez pas, c'est parce que je ne savais pas que c'était une compétence qui était une compétence d'agglomération. Mais j'avais peur qu'on s'accroche aux 10 millions, jamais plus. Souvenez-vous, Monsieur le Président, que l'agglo ne mettrait jamais un sou de plus et qu'on les mettait dans la PPE en mettant 10 millions, jamais plus. Et je me disais, bon, ça, on va encore passer, on va se retrouver sans centre des congrès. Maintenant, nous en avons un, il est en train de sortir de terre. Mais effectivement, l'effort qui a été consenti et l'endettement consenti par les médecins est énorme. Je l'ai fait volontairement. De même que j'ai mis des moyens de la ville de Metz sur les travaux de Métis et d'autres encore. C'est pas pour me plaindre, c'est pour simplement dire que on ne recommencera plus la séquence qui vient de se passer. Elle est acquise. Maintenant, la séquence, elle est terminée, mais on est en train d'ouvrir une nouvelle séquence qui est celle tout simplement de la consolidation de l'agglomération. Et ça passera effectivement par des prises en compte de ce qu'on a ici comme synthèse. Et à mon avis, ce tableau-là, il devrait évoluer. Voilà, je vous remercie et je vous demande de comprendre ce que je fais. Certains l'ont déjà bien compris. La ville de Metz, elle a d'autres avantages qui sont de sa responsabilité, c'est en particulier de gérer l'UM. S'il n'y avait pas l'UM, les impôts de la ville de Metz, ils ne seraient pas à un taux de 18%, ils seraient à un taux de 25, 26, 27%, comme c'est le cas à Grenoble ou dans d'autres villes. Il ne faut pas croire que ça n'existe pas. Hein. Et donc, ils seraient plus que le double de la moyenne des impôts des autres
communes de l'agglo. Hein. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait, pas rapidement, mais dans la durée, une convergence, parce qu'on est fait pour vivre ensemble. Hein. On n'a pas besoin de fusionner. Mais en tout cas, sur ce plan-là, on a certainement besoin d'avoir une relative convergence, parce qu'effectivement, il y a des difficultés dans les quartiers, il y a des difficultés dans les populations, et qu'on a tous maintenant la même aventure à gérer. Cette aventure, c'est celle de l'agglomération de Messine. Et moi, je pense que c'est par ce pacte-là, au fur et à mesure que les années passeront, qu'on pourra améliorer notre vivre ensemble, global et accessoirement financier. Alors, Bertrand Duval souhaitait apporter une précision sur la DSI. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, effectivement, je n'avais pas prévu d'intervenir ce soir, mais il va falloir quand même que je rétablisse un certain nombre de contre-vérités. Parce que, bon, au niveau de la DCSI, hein, puisque c'est la Direction commune des systèmes d'information, ça fait X fois qu'on vient nous expliquer, malgré tout ce que les services donc informatistes réalisent à l'heure actuelle comme prouesse technique, comme économie, que cette mutualisation que nous avons réalisée au 1er janvier 2012 avec la ville de Metz et Metz Métropole est génératrice de coûts supplémentaires. Alors, qui mieux que le maire de Metz pourrait surveiller tout cela? Parce que je vous rappelle quand même qu'il y a une clé de répartition qui est calculée à 27% pour Metz Métropole et 73% pour la ville de Metz. C'est-à-dire que 73% du budget global, c'est la ville de Metz qui la paye. Alors, vous pouvez faire confiance à Dominique Gros pour veiller au grain. C'est-à-dire que le nombre de fois, je ne vous ai pas interrompu, donc vous ne m'interrompez pas. Hein. Donc le nombre de fois, il m'a posé la question, Bertrand, t'es sûr, on va où effectivement, vous pouvez constater, et pour les gens qui ont travaillé déjà dans le privé, c'est une évidence qu'aucune mutualisation informatique les 2 ou 3 premières années n'apporte des économies. Si vous avez déjà vu ça dans une entreprise privée, et croyez-moi, j'ai déjà vu quelques mutualisations informatiques, alors dépêchez-vous vite de changer d'entreprise privée. La deuxième chose que je vais vous indiquer, c'est que les économies, elles arrivent, puisque le budget 2015, vous pouvez me croire, sur parole, et on peut vous proposer les chiffres, bien entendu, si vous le vouliez, et si vous aviez écouté tout le débat, le dernier débat, parce que j'ai déjà présenté ce dossier au Conseil de communauté, vous auriez pu constater que, titre de 2015, donc, les charges ont donc baissé. Non, 2015, puisque là, on est en 2016. Je ne peux pas connaître les charges de 2016. Je connais les charges de 2015. Pour des comptables, gardons la bonne année. Donc, les charges de 2015, elles ont commencé à baisser, et ça va continuer les années prochaines. Donc, que ce soit bien clair, une fois pour toutes, parce que je ne vais pas le répéter non plus tous les 2 ou 3 mois dans ce conseil, les charges de fonctionnement de la DCSI baissent. Et ça, c'est grâce à la mutualisation. Voilà. Tenons-le pour dire. La deuxième chose qui m'a interpellé, c'est l'intervention de notre collègue, M. Toulouse. Alors moi, ça fait des années, donc ça fait maintenant 8 ans que je suis à Metz Métropole. On a toujours considéré donc mon village comme un village très riche. C'est clair, nos taux d'imposition ne sont pas très élevés. Sauf que nous avons quand même quelques contreparties. Alors je vais vous citer une contrepartie qui était la centrale EDF. Vous savez, elle a été mise en route en 70, la centrale EDF, on vient de l'arrêter. Sauf que pendant 45 ans, les habitants de la MAC sont restés donc à côté d'un tas de charbon. Et jusqu'à preuve du contraire, cherchez-moi voir dans l'agglomération où il y a une commune où il y a un tas de charbon comme ça. La deuxième chose, c'est que nous avons donc, pour que cette centrale EDF, qui a enrichi également Metz Métropole, parce que je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'IFER, ou depuis quelques années donc de la taxe professionnelle, de la TPU, il y a un certain nombre de subsides de cette centrale EDF qui ont été versés à Metz Métropole. Donc, heureusement que nous avons des communes qui cèdent du terrain donc, pour construire des équipements industriels, et non pas que pour réaliser des lotissements d'habitation. Ça permet d'enrichir donc Metz Métropole et bien entendu l'ensemble des habitants. Ensuite, en ce qui concerne la DSC, alors là je suis bien passé pour vous en parler, la dotation de solidarité communautaire.
on part à 63 000 et en 2020, je vais me retrouver à 20 000. Ça veut dire qu'on va donc me ponctionner de 67% de mes revenus de la DSC. Je ne vous parle pas de la DGF où on est passé de 60 000 euros à 5 000 euros. Et je ne vous parle pas après 2020, si vous avez bien lu le document, où donc on va se passer des taxes professionnelles. Et donc il n'y a plus que 3 autres critères, donc, dont le potentiel fiscal, ce qui veut dire que la commune de Lamax va se retrouver à peu près avec rien. Alors, les charges de centralité, la solidarité et tout ce qui va avec, s'il vous plaît, ça commence vraiment à suffire. Hein. Je pense que les communes les plus aisées, donc le gouvernement et maintenant au niveau de Metz Métropole, les maires ont accepté un certain nombre de règles et on ne va pas non plus se laisser dicter donc, des consignes ou des choses comme ça à chaque conseil de communauté. Donc moi je suis quand même, quand j'ai entendu donc, tout cet exposé sur les taxes fiscales, comment il faut faire, les donneurs de leçons, moi je pense que ça commence vraiment à bien faire. Occupez-vous déjà de vos communes, laissons donc un petit peu les maires s'occuper également de leurs communes, et je pense que comme ça, tout sera bien gardé. Je vous remercie. Bien, pour terminer, je crois que tout le monde s'est exprimé et en tout cas, je voudrais vous dire que ce pacte que nous vous proposons, en fait, c'est évidemment d'abord un contrat de confiance, parce que c'est une sorte de modus vivendi que nous nous proposons pour continuer à préserver les équilibres. Et lorsque je parle d'équilibre, c'est aussi bien pour la ville-centre que pour les petites communes et les communes moyennes, avec tout ce que cela comporte comme cortège de difficultés, s'agissant notamment des villes qui ont assumé des charges de centralité, et je pense particulièrement, c'est vrai à Metz, mais je pense notamment aussi à Ars-sur-Moselle, par exemple, à certains égards, qui est dans une situation particulière et avec une histoire économique difficile. Donc il s'agit, une piscine par exemple, il s'agit donc de tenir compte de tous ces paramètres-là et enfin donc de pouvoir continuer encore une fois à rendre attractive notre agglomération, que ce soit la ville, les villes qui l'entourent ou les villages, parce que nous sommes dans un tout. Et moi, lorsque je parle de Metz Métropole, c'est d'un tout dont il s'agit. Et cette savante agrégation eh bien, de choses qui paraissent parfois incompatibles ou parfois contraires, mais finalement qui font ce que nous sommes. Et ce que nous sommes, c'est à la fois, ce sont ces projets que nous avons portés, et ce sont aussi ces politiques publiques que nous essayons de mettre en œuvre pour améliorer le quotidien des gens. Et l'objectif de tout cela, précisément, c'est de pouvoir continuer dans un contexte, encore une fois, difficile pour le bloc communal et intercommunal, avec tous les effets dominos auxquels nous sommes soumis, les uns et les autres, mais du fait des engagements de nos anciens partenaires. Mais aujourd'hui, voilà, je crois que nous avons trouvé une équation qui est pour l'instant, je dirais, la meilleure équation possible. Et enfin, parce que j'ai apprécié la notion du débat, je crois que c'est important que nous puissions continuer à débattre entre nous. Je crois que le meilleur débat que nous avons d'ores et déjà entrepris sous la houlette de Henri Hasser, c'est celui qui nous porterait vers la communauté urbaine au 1er janvier 2018. Et je crois que ce sera l'objectif, c'est de trouver, je dirais, les meilleurs objectifs pour notre agglomération. C'est la positionner à la fois bien, dans un objectif de rayonnement et de force territoriale plus importante, mais aussi d'optimisation territoriale de nos services publics, car il s'agit pour nous bien, de rendre, parce que c'est ça les objectifs, c'est rendre le meilleur service public possible à la population tout en conservant une certaine proximité. Donc ce sont ces équations-là que nous aurons à résoudre sur le cadre que nous nous donnons à travers ce pacte financier et fiscal. Et ce sont ces objectifs-là que nous devons nous fixer pour aller dans les meilleures conditions possibles
vers la communauté urbaine. En tout cas, merci aux uns et aux autres pour votre contribution. Je crois que, quels que soient parfois certains antagonismes que nous pouvons entendre, je crois que chacun va dans le bon sens, dans celui de l'intérêt général. C'est en tout cas ce qui, pour ma part, est mon oxygène. Et je vous en remercie. Y a-t-il des oppositions? Une opposition? Explication de vote. Allez-y, madame. Oui, juste pour dire que ce fonds de péréquation donc, qui fonde le pacte de solidarité, c'est finalement une usine à gaz très efficace, puisque l'État se défausse de ce qui devrait être une part de ses attributions, hein, qui est de gérer cette égalité entre les territoires. Finalement, Metz Métropole paye. À l'intérieur de Metz Métropole, certains payent pour d'autres. Et on va financer de plus en plus donc, cette usine à gaz. Et par ailleurs, quand j'entends un socialiste plaider pour plus d'intégration fiscale, ça ne m'incite pas à soutenir ce dispositif. Ça ne me rassure pas du tout, vu leur talent à taxer et à niveler nos territoires, sachant que finalement la ville-centre va avoir le plus de poids, comme d'habitude, dans cette politique. Nous ne pouvons pas la soutenir. Je vous remercie. Bien, y a-t-il donc des oppositions? 2, 3, 4, vous êtes à 3 ou 4? 3. Des abstentions? Abstention, une abstention, deux abstentions, adopté. Abstention, adopté. Abstention,